Radio Soupante, la station de Rapin sans fois, sans louer, sans courbette, l'émission à racaille consacrée pour sa partie artistique à Joseph Bartoli, dont ma camarade Piquet-Cou va vous causer dans le poste tout de suite, enfin va vous causer de sa vie, de sa bio, autrement dit. Voilà. Et croyez-moi, c'est pas triste. Voilà, Joseph Bartoli, donc un républicain espagnol qui a fui le franquisme, qu'on a pu découvrir grâce au film dessiné de Aurel qui s'appelle Joseph. Voilà, un merveilleux film dessiné et qui nous a donné envie un peu de fouiller un peu dans cette vie de Joseph Bartoli parce qu'on a découvert qu'il était aussi dessinateur et peintre. Oui, d'ailleurs, le film, si vous voulez, est beaucoup, cède beaucoup des dessins justement de Joseph pour le meubler. Voilà, alors pour travailler sur cette émission, en fait, un ouvrage incontournable, c'est La Retirada, voilà, Exode et exil des républicains d'Espagne. C'est son neveu qui a raconté un peu toute cette histoire, qui a mis des planches de ses dessins et qui raconte l'histoire de son oncle avec sa propre histoire et tout ce que ça a impliqué dans le fait d'être un neveu et un fils, parce que son père était aussi un républicain espagnol, d'exiler comme ça, toute la famille, voilà, toute tiraillée entre l'Espagne et la France et cette vie du coup en France, quoi. Donc en fait, Joseph Bartoli, rapidement, alors il est né en 1910 et en 1936, il est fondateur du syndicat des dessinateurs, donc qui est affilié à l'Union générale des travailleurs. Donc c'était un partisan convaincu de la République, qu'il défendait effectivement les armes et le crayon à la main. En 1938, il est tout jeune, c'est un militant du POUM. Le POUM, c'est le Parti ouvrier d'unification marxiste. Donc il est sur le front d'Aragon, il a à peine 30 ans. Et là, il vient de rencontrer Maria Valdés. Maria Valdés est une Andalouse de Madrid, une réfugiée de l'intérieur qui vit à Barcelone. Et donc c'est l'amour de sa vie. À chaque accalmie, il va la rejoindre dans la capitale rouge et noire qui résiste encore aux franquistes. Et la veille de la prise de la ville, c'est en janvier 1939, Maria apprend qu'elle est enceinte. Donc entre les troupes nationalistes et les républicains, donc les balles pleuvent dans tous les sens, c'est la panique. Et Joseph a peur pour la vie de son amoureuse. Barcelone va tomber, donc Maria doit quitter le pays. Donc juste le temps pour elle de faire des bagages. Il la dépose à la gare direction la France. Ce sont les derniers trains qui sont prêts à partir pour la frontière française. Donc là, c'est une situation un peu hystérique. Les gens se poussent, se bousculent pour pouvoir rentrer dans les wagons de marchandises. Maria, elle, ne veut pas le quitter. C'est terrible, les adieux sont déchirants. Et ce sera la dernière fois qu'il la verra. Le train n'est jamais arrivé en France. Il a été pilonné par l'aviation allemande. Et on a retrouvé donc bien plus tard la trace d'un bombardement ferroviaire à Figueras, à côté de la frontière. Donc on suppose que c'est là que Maria a péri. Et Joseph va la chercher pendant des années, persuadé qu'elle est encore en vie, et va chercher son enfant. Il n'a jamais voulu croire à sa mort, et il n'aura donc même jamais d'autres enfants, quoi. Ça fait penser un petit peu les Ruskov de Cavana, où lui aussi avait une amoureuse qu'il avait rencontrée dans les camps allemands, voilà, une Russe. Et il était fou amoureux, c'était son grand amour et il l'a cherché toute sa vie. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc le 14 février 1939, donc Joseph Bartoli passe la frontière à pied en pleine montagne à La Manère, c'est le village le plus au sud de la France. Et là, il y a 1 millier d'autres Espagnols, et avec les fascistes, les franquistes aux trousses. Et il atterrit au camp du Barcarès, près de Perpignan. Et là, il contracte le typhus. Il est hospitalisé d'urgence, il s'évade avec la complicité d'un officier français, mais il est aussitôt repris et transféré au camp de Bram, près de Castelnaudary, juste à côté d'une gare que l'administration utilisait pour faire partir des convois d'Espagnols à toute heure. Joseph a échappé de peu donc au camp disciplinaire de Gours, d'où il devait être renvoyé en Espagne, autrement dit vers la mort. Et comme nous, on en renvoie tous les jours vers la mort aussi dans leur pays, après un petit séjour dans les chose de rétention. Tout à fait. Et donc, il n'avait rien du vaincu qui dépose les armes, il a l'énergie, il s'enfuit à nouveau, il gagne Paris, où se trouve déjà un de ses frères avec lequel il travaille pour des spectacles aux Folies Bergères et au Moulin Rouge.
Aussitôt après l'invasion allemande, donc il quitte Paris occupé, il se cache à Chartres dans un premier temps avant de partir à Bordeaux via Orléans dans l'espoir de trouver un bateau pour le Mexique. Il échappe à de nombreuses arrestations et finalement il est capturé à Vichy par la Gestapo. Il est sur le point d'être déporté à Dachau et là il va parvenir de nouveau à s'enfuir et il se réfugie à Valras. Et après bien des péripéties, il embarque à Marseille sur le Lyotais grâce au réseau d'aide aux réfugiés juifs. Débarqué en Tunisie, il va rallier Casablanca, passer par Oran et là il parvient enfin au Mexique. Donc de 43 à 45, Joseph fait partie de l'entourage de Diego Rivera et de Frida Kahlo. Il aura d'ailleurs même une liaison avec Frida Kahlo. Et il est membre aux côtés de Vladi, de Gironella et Xavier du groupe Rupture. Il dessine pour une revue qui s'appelle Mundo, qui rassemble des trotskistes, des militants du POUM, des anarchistes, des socialistes. Il y a des contributions de Victor Serge, de Marceau Pivert, de Jean Malaquais, de David Rousset. Et en 1944, il publie son recueil de dessins, donc Camp de concentration 1939-1940, que même des critiques pourront comparer au désastre de la guerre de Goya. À partir de 1946, il s'installe, il expose à New York, et là, il fréquente Rothko, Pollock, de Kooning. Il collabore à la revue Holiday, il devient scénographe à Hollywood. Et son travail au supplément reporter du Saturday Evening Post lui permet de voyager en Europe. À Paris, il retrouve ses amis, il illustre de nombreux ouvrages pour le Club français du livre, et c'est seulement en 1977 qu'il retourne en Catalogne, à Barcelone, mais sans jamais quitter les États-Unis. Donc il sera reconnu et exposé dans son pays, et il meurt à New York en 1995. Donc ça, c'est sa biographie brute. Et après, quand on voit ses dessins, quand on lit un peu plus et qu'on comprend quelle a été la vie de ces réfugiés espagnols, on se dit que c'est un rescapé. C'est un rescapé à tout moment. Il s'est évadé. Comme quoi, il y a des mecs qui ne lâchent jamais l'affaire. Parce que le nombre de fois où il a réussi à s'échapper, à la mort en s'évadant, etc., c'est quelque chose de complètement époustouflant, quoi, parce que on s'évade une fois, on s'évade deux fois, mais lui c'est plus d'une demi-douzaine de fois qu'il a mis les bouts, quoi. Non, c'est quelqu'un quand même d'assez exceptionnel, et surtout quand on voit ces dessins qui sont faits au crayon, avec des petits bouts de crayon, des petits bouts de papier, non pas des petits bouts de papier, parce qu'il y avait des carnets de croquis qu'il achetait. Ou que le réseau des Républicains lui procurait. Mais ces dessins qu'il a fait en camp de concentration, c'est quelque chose d'inouï, quoi, parce que c'est vraiment. D'abord, c'est parce que c'est un artiste, mais il a un dessin qui pour moi me rappelle un petit peu le style de Gross ou de. Comment il s'appelle l'autre, son pote là Dix, voilà. C'est la même veine, c'est les mêmes. C'est les personnages, on retrouve des points communs. Dans la monstruosité de ces personnages, surtout quand il s'occupe de caricaturer les gendarmes, parce que évidemment on connaît l'héroïsme de la gendarmerie française et de la police française en général, qui mettait, on peut dire, la main à la pâte pour mettre une pression encore plus terrible sur ces gens complètement démunis de tout, quoi. Et dans ce récit, dans ce bouquin, comme dans ce film, on voit, sauf qu'il y a un gendarme, voilà, un seul. J'aurais aimé savoir combien la gendarmerie française comptait de soldats à cette époque-là, comme après il y en a une dizaine de gendarmes pour toute la durée de la guerre, parce qu'ils avaient sauvé des vies de Français de confession juive. Voilà, bref, la gendarmerie on peut pas dire qu'elle est à l'honneur dans l'œuvre de Bartoli, mais à juste titre, parce que c'est vraiment qu'il y a des choses. Et encore, ce que je veux dire là-dessus, c'est que les gendarmes, sont des militaires, ils obéissent aux ordres, ils sont cons, quoi, voilà, comme tous les militaires, mais, si vous voulez, par contre, le peuple, la manière dont le peuple a accueilli ces réfugiés républicains, c'est quelque chose d'insupportable.
qui les traitait de tous les noms, qui se foutaient de leur gueule et tout. Voilà. Ça, c'est le bon peuple de France qui a accueilli les Allemands à bras ouverts, qui s'est doté d'un dictateur dans la personne de Pétain, etc., 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 etc. Voilà. Ça, c'est la France, hein, républicaine, liberté, égalité, fraternité. On a honte! On a honte! A las barricadas, Coral Carmina. Et tout de suite, ma camarade Piquet-Cou, toujours dans l'émission Arracaille, sur Radio Soupante, à la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbette, va vous lire un extrait de la Retirada. C'est-à-dire, c'est le bouquin là que ma camarade a trouvé dans la bibliothèque. Moi-même, je vais essayer de le commander aux éditions Actes Sud, hein, voilà, 18 euros, 30. 18 euros, oui, ça fait 18 euros. Voilà. Mais ce bouquin est quand même aussi passionnant que c'est le film qu'on a vu, quoi, en quelque sorte. C'est même beaucoup plus, oui. Parce qu'il y a vraiment il y a toute cette réflexion sur ce qu'a fait la France. Alors il y a tous les dessins aussi, il y a beaucoup de dessins de Joseph Bartoli, et il y a toute une réflexion sur la condition de l'exilé, sur ce neveu qui même lui s'interroge s'il doit prendre la nationalité espagnole ou pas, comment il peut passer au-delà, parce que effectivement l'Espagne a toujours pas reconnu, enfin il y a quand même encore il y a un grand problème avec ces républicains espagnols, donc pour lui c'est pas possible pour l'instant de devenir espagnol, quoi. Donc le passage que je vais lire, voilà, c'est le chapitre qui s'appelle Les camps du mépris, vue du camp de concentration La Mer. J'ai découvert, c'est le neveu qui s'exprime. J'ai découvert par hasard, au détour d'une conversation familiale, que la plage de mon enfance était l'ancien camp de mon père et de mon oncle. Ce fut un choc. J'ai enfin compris leur silence sur le tard dans les années 70. Je ne savais rien de leur vie dans les camps de concentration. Le sujet était tabou. Mon père m'a juste raconté que les premiers mots en français qu'il a entendus, c'est « Allez, allez !» Voilà ce que leur criaient les tirailleurs sénégalais en les poussant à coups de crosse comme des chiens. Ce fut pour tous les internés l'expression la plus célèbre de la langue française. Je me suis imaginé 1000 fois leur panique. Les premiers Français qu'ils voient sont les spahis marocains, Los Moros. Le camp de concentration fut l'humiliation suprême pour les miens. Ils sont à jamais marqués par les images de la défaite et de la déchéance. Les civils se revoient en haillons. Quant aux militaires, ils ont dû jeter leurs armes aux pieds des gendarmes français méprisants qui se moquaient d'eux. « Alors, c'est ça la glorieuse armée espagnole !» lançait un officier à ses gueux, ces pauvres vaincus. « Vous pouvez vous préparer, parce qu'aujourd'hui c'est nous, mais demain ce sera vous !» lui a répondu un soldat espagnol. Il ne s'était pas trompé. Moins d'un an après, la Seconde Guerre mondiale éclatait. Il y avait plus d'intelligence et de culture politique chez ce simple soldat battu que chez cet abruti d'officier français qui avait fait Saint-Cyr. Les officiers français qui ont joyeusement trahi la France en permettant que l'armée française se débande à tout va, etc., etc. Mais ils préféraient les rouges, ils préféraient plutôt Hitler aux rouges, quoi, voilà. Et pourtant, les exilés débarquaient dans un pays dont la devise « liberté, égalité, fraternité » avait servi de modèle à leur république. En arrivant, mes parents et tous les autres ne savaient pas qu'en France, le Front populaire était mort, que l'esprit de Munich prévalait. Ils croyaient encore en la patrie des droits de l'homme. Et ils ont été finalement battus, parqués, affamés, avilis. Une miche de pain pour 10 hommes. Les premiers jours sur la plage d'Argelès, il n'y avait pas de barbelés.
mais un cordon de gendarmes mobiles pour les garder. Ils faisaient leurs besoins dans la mer devant tout le monde, en plein mois de janvier, durant un des hivers les plus froids du siècle. Plus de dignité, plus de pudeur, ils vivaient comme des animaux, creusaient des trous dans le sable pour s'enterrer et s'abriter du vent. C'était la fin du monde, la fin d'un monde, c'est inimaginable. Oui, cette dernière description là, ça fait tout à fait penser au camp de la mort nazi, quoi. C'est exactement les mêmes conditions, sauf que chez les nazis, bon, ils avaient perfectionné le système en faisant des chambres à gaz et des fours, mais bon, voilà, c'est le premier degré de l'avilissement. Et en plus, on peut quand même rappeler que quand les réfugiés espagnols sont arrivés, c'était encore le gouvernement Blum. Donc, que Blum a jamais voulu aider... C'est pas Daladier? C'est Daladier, oui. Ouais, Daladier. Qu'ils n'ont jamais voulu aider les républicains espagnols, qu'ils ont eu effectivement peur du rouge, quoi. Oui, tout à fait. Ben, il faut dire que tu as 500 000, enfin, grosso modo, 500 000 républicains espagnols qui débarquent d'un seul coup en France, dont peut-être le tiers étaient des anciens combattants, justement rouges, anarchistes, trotskistes, etc. Alors les mecs, là le rentier français, là, gagla, hein, là, c'était pire que la peste bubonique, hein, tu vois, pour eux. Ouais. Et donc après, même quand c'est une partie, donc bon, il y a les conditions complètement misérables qui racontent brièvement et qu'on voit bien après dans le film et dans tous ces dessins. Et il y a le fait qu'après, une partie de ces réfugiés espagnols se sont battus dans la résistance et qu'on leur avait promis de destituer Franco, chose bien sûr qui était complètement à l'heure depuis le départ. Les Britanniques, les Français ont laissé Franco en place. Franco, il fallait qu'il se taise. Il y avait la neutralité, on lui a demandé la neutralité et en échange de quoi les Britanniques lui ont filé quand même du pétrole, quoi. Enfin, plus on apprend dans cette histoire, plus l'histoire de notre pays, enfin, plus on se dit que cette effectivement liberté, égalité, fraternité, en fait, n'a jamais existé. Non, quoi. Jamais. Et alors, là, il y a cette histoire du Sacré-Cœur en France là, qui veulent classer comme monument historique, etc., etc. C'est vraiment encore une fois, pour effacer la mémoire de la commune. On continue, rien n'arrête l'esprit rentier français. Hein. Versailles n'a jamais été expurgé. Alors, ce qui raconte aussi ce neveu de Georges Bartoli, c'est que lui, sa maman a eu de la chance en fait, parce que quand ils sont arrivés, il y avait du tri, on mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et elle a eu la chance de faire partie de ceux qui ont été triés. Elle avait 16 ans et donc on l'a envoyée dans le Cantal. Et en fait, là, les Français avaient aussi un intérêt, c'est que la République espagnole en exil versait au gouvernement français une allocation pour chaque réfugié espagnol, quoi. Donc, autrement dit, la France, oui, s'est payée sur le dos des exilés. C'est pour ça qu'ils ont sauvé une partie de certains réfugiés qui arrivaient, quoi, qui recevaient de l'argent. C'est quand même... Pour avoir plus de déprime, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Et effectivement, il y a un silence, il le dit bien, qu'il a eu plus de confessions de son oncle que de son père. C'est peut-être plus facile à un oncle de parler, mais qu'il est quand même resté effectivement toute cette amertume, quoi, quelque chose. On peut complètement imaginer... à quel point il y a une violence et il raconte qu'il n'y a que Chirac, hein, c'est ça finalement, c'est Chirac qui a pensionné les anciens combattants espagnols qui se sont battus évidemment pour la France, comme cette fameuse division la blindée de Leclerc, comment on les appelle déjà? La Nueva. La Nueva, voilà. Nueve. Et Nueve, oui. Et c'est Chirac, c'est pas les socialistes, c'est pas Mitterrand, hein, oh là là, non. Mitterrand, le franquiste, enfin, avec la francisque plutôt, c'est pas lui qui a pensionné ses vétérans, mais Chirac, comme c'est Chirac aussi qui a reconnu la faute de la France avec le Veldiv, où on l'avait parqué après la rafle, ce qu'on appelle la rafle du Veldiv, quoi. Tous les juifs les Français de confession juive, voilà, c'est jamais les socialistes, hein, mais c'est vraiment des pourris, enfin socialistes, attention, c'est le nom qu'on leur donne, mais ils sont autant socialistes que moi je suis poujadiste, hein, voilà.
Ouais. Et on peut, ça c'est quelque chose que j'ai appris en regardant, c'est qu'en fait, tous les Espagnols antifascistes, il y en a 12 000 qui ont été déportés à Mauthausen, Buchenwald et Dachau. Donc, il en est revenu que 2000. Voilà, il en est revenu que 2000. Voilà. Les autres, ils étaient gazés et cramés, quoi, que ce que je vous disais tout à l'heure sur la différence entre les camps de la mort français et les camps de la mort nazie. Ça réside juste dans les fours crématoires et les chambres à gaz. Voilà, pour le côté nazi. Mais si en France ils avaient pu, probablement qu'ils l'auraient fait. Hein. Bon, c'est une illusion. Las tierras de España. El ejército del Ebro, rumbararum bam bam. El ejército del Ebro, rumbararum bam bam. Una noche el río pasado, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasado, ay, Carmela, ay, Carmela. Ouvriers, paysans, antifascistes, espagnols, patriotes, défendons la République. Y las tropas invasoras, rumbararum bam bam. Y las tropas invasoras, rumbararum bam bam. Buena Marisa, Dios, ay, Carmela, ay, Carmela. Buena Marisa, Dios, ay, Carmela, ay, Carmela. Défendons les libertés, défendons les conquêtes du peuple. L'Espagne entière s'apprête au combat. El furor de los traidores, rumbararum bam bam. El furor de los traidores, rumbararum bam bam. Los descarga su aviación, ay, Carmela, ay, Carmela. Los descarga su aviación, ay, Carmela, ay, Carmela. Vive le Front populaire, vive l'union de tous les antifascistes, vive la République du peuple. Pero nada pueden bombas, rumbararum bam bam. Pero nada pueden bombas, rumbararum bam bam. Donde sobre el corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobre el corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques miravioso, rumbararum bam bam. Contraataques miravioso, rumbararum bam bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El Paso El Ebro, Mireille Riva. Oui, et toujours, d'ailleurs dans le film qu'on a regardé au Méliès, cette musique, elle était dans le film. Voilà, donc là on va parler un peu de son œuvre dessinée. Alors Josep Bartoli donc a fait tous ses dessins donc dans ces camps de concentration, hein. Il a été aidé, il a pu recevoir des carnets, il se cachait pour dessiner, il les cachait dans le sable, enfin donc ce qui laisse une mémoire importante. D'ailleurs je crois que on lui a proposé, hein, de lui racheter ses planches contre une pension, justement. Je crois que c'est des Espagnols qui ont proposé ça pour qu'il puisse garder cette mémoire. Et le neveu raconte aussi donc que dans les camps, en fait, ils appelaient ce qu'ils appelaient la revue de sable, où il y avait une vie culturelle. Justement, ces Espagnols voulaient proclamer les valeurs de leur République, continuer à faire de l'éducation populaire. Donc il y avait des expositions, il y avait de l'alphabétisation, enfin il y avait vraiment plein de choses qui se passaient entre les réfugiés, quoi. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire que quand même, chez les républicains espagnols, qu'ils soient de quelque bord d'extrême gauche qu'ils soient, anarchistes, boum,
Trotskar et compagnie, bref, ils étaient communistes, ils étaient vraiment très proches du peuple et ils essayaient de diffuser la culture le plus possible, enfin pour rendre, si vous voulez, les classes populaires plus libres, voilà, plus critiques, etc., etc. Et vraiment, ils avaient ça chevillé, si vous voulez, à l'arme, parce que dans ces camps de la mort français, ils continuaient, avec rien, d'essayer la culture était toujours en première ligne, c'était leur credo, c'était ça qui les faisait vivre. Et donc, Joseph a été, de ce point de vue-là, on pourrait dire un espèce de missionnaire laïque, voilà, qui a permis probablement à beaucoup d'internés d'espérer que ça allait changer, qu'un jour la liberté reviendrait et qu'ils pourraient enfin revivre. Voilà, c'est tout ça que disent ces dessins, si vous voulez, parce que c'était encore un homme jeune, voilà, et qui avait envie de vivre, mais pourtant il a risqué la mort à plusieurs reprises, même dans ce camp. Il a un de ses amis très proches qui a été quasiment crucifié, quoi. Voilà, c'était leur manière aux gendarmes français d'appliquer la loi. Je pense qu'ils l'outrepassaient un peu, mais bon, on leur en faisait pas grief, hein, au contraire. Voilà. Il y a d'ailleurs dans ce film, et c'est dans les dessins aussi, il y a un moment qui est assez terrible. C'est des petits enfants qui crèvent de faim, qui sont près des barbelés, et ils voient une petite fille avec son chien, une petite fille française, toute jolie, toute dodue, une petite blondasse, qui promène son chien. Les gamins, leur truc, c'est essayer d'attirer le chien vers eux, quoi. Et ils y arrivent pour le bouffer. Bah ouais, voilà, ça en était là. Voilà, c'était. Et ils tuaient des chevaux aussi pour pouvoir les manger. Non, et tout ça dans ces illustrations, c'est vraiment. Il y a une telle vibration dans les dessins que là, je joue. Non. Et alors, il avait une affection particulière pour les gendarmes, dont un gros qui est à plusieurs reprises croqué dans ce recueil de dessins, un gros gendarme pourri là, voilà, qui les martyrisait, quoi, qui se la jouait, etc., etc. Et là dans le dessin, il prend vraiment sa revanche. Le pauvre mec, il a été braqué, il a mal fini parce que il a été pendu, on ne sait pas par qui. Ouais, ça c'est dans le film. Alors après, je pense que dans le film, il y a une partie de fiction. Hein. Mais en fait, ce qui est évident, c'est que tous les représentants de l'ordre et de la gendarmerie, effectivement, le dessin touche pratiquement aux zoomorphismes, quoi. Ils ressemblent presque à des cochons, quoi. Ils sont énormes, ils sont vraiment dégoûtants, ils sont dans leur gras. Voilà, c'est presque comme le sergent Garcia. Là, on voit les ceintures énormes. Et puis en fond, on a que des squelettes. Et voilà, et derrière c'est vraiment des squelettes, c'est des barbelés. Alors ces dessins sont très précis, fourmillent de détails. Hein. Il faut vraiment parce qu'il dessinait même avant d'être, il critiquait déjà l'Espagne, il critiquait la religion, donc il a critiqué parce que bien sûr l'Église catholique a été un des premiers soutiens de Franco, hein, faut pas l'oublier. Donc il avait déjà critiqué tout ça. Et en fait, il faut vraiment se pencher sur ces dessins, prendre le temps de les regarder pour voir tous les détails, quoi. C'est très difficile d'essayer de les explorer en détail parce que il y a tellement, ça fourmille, et puis le trait aussi, c'est un trait qui vibre, etc. Donc tout ça, à moins d'avoir des yeux excellents ou une grosse loupe. Oui, c'est recommandé d'avoir une loupe parce que avec la reproduction, quoi, il y a des choses qui sont toutes petites et qu'on a du mal, mais c'est pas vraiment. C'est pas du tout très drôle, hein. C'est vraiment sinistre. Il n'y a aucune joie, par contre, dans ces dessins, parce que ce sont des dessins presque
on dirait pas des photographies, parce que ce sont des dessins, mais qui montrent d'une manière crue et cruelle la vie quotidienne de ces gens avec, par exemple, là j'ai un dessin d'un mec qui bouffe, mais alors ça doit être un gendarme, ou parce qu'il a une espèce de casquette, ou un Français. C'est en dehors du camp de concentration, bien sûr, et il y a une table où il y a une foultitude de mets succulents. Alors derrière les barbelés, il y a les gens qui crèvent, et lui, il en baffe tellement il s'en engouffre. Voilà. C'est quelque chose comment dirais-je, non, on peut pas du tout, même si on aime le dessin, si on se réjouit de voir un tel graphisme, ce que ce graphisme représente, ça vous fout un coup sur la tronche, et vous avez vite envie de refermer ce bouquin, quoi, parce que c'est pas les Mille et une nuits, hein, c'est pas Alice au pays des merveilles, hein, c'est Joseph dans le couloir de la mort, quoi, voilà. Ouais. Et effectivement, comme ce dessin sur la couverture, hein, ce réfugié qui est unijambisme, les yeux creusés, enfin c'est. Oui, parce que passer les Pyrénées, puis il faut s'imaginer, passer les Pyrénées avec la neige, tout ça, avec des petits enfants qui mourraient voilà, et les adultes aussi de froid, etc. Parce que ils avaient rien à se mettre sur le dos pratiquement, voilà. Et ces gens-là, là, cet homme avec ses béquilles, là, il a passé les Pyrénées, il était avec 2 copains qui l'ont aidé à passer les Pyrénées, mais bon, voilà, c'est quelque chose. Non, je dirais presque qu'il faudrait pas passer ces choses-là, parce que là, eux, ils ont été hantés toute leur vie, parce qu'ils ont eu, nous, on va être hantés pour ce qui nous reste de vie avec ce genre d'informations. D'autant que dans nos chers livres d'histoire, n'est-ce pas, c'est pas raconté. L'histoire de ces réfugiés, de ces républicains, toute cette retirada, en fait, est complètement occultée des livres d'histoire. C'est comme la Commune de Paris. C'est des sujets dont on ne parle pas, quoi. Et je te dis, moi, j'ai eu la chance, si on peut dire ça, de connaître des réfugiés républicains espagnols anarchistes, dont Liberto Ros, qui est quand même un des lieutenants d'Urruti, mais il était tout jeune, il avait 18 ans, 18-20 ans. Eh bien, jamais tu t'aurais pu soupçonner une seconde que ça avait été un de ces martyrs des camps de la... Parce qu'il était là, il était dans ces choses, il a eu le typhus aussi, comme Joseph. Mais c'était des gens qui ne se plaignaient jamais, qui n'en parlaient jamais, etc. Tu vois, on n'aurait jamais pensé que c'était des héros, tu vois, des hommes tout à fait ordinaires. Et ça, je trouve ça, mais alors, un peu fantastique, quoi, parce que vous avez des connards, là, ils font 3 pets de travers, ils s'en vantent, ils font chier tout le monde avec, c'est le cas de le dire. Mais ces gens qui ont eu cette expérience terrifiante des camps de la mort français, eh ben non, ils sont là, voilà. Liberto Ros, qui connaissait pas un mot de français, c'est un ouvrier métallurgiste. Quand il est arrivé en France, il connaissait pas un mot de français, etc. Il est allé à la Sorbonne pour prendre des cours de français. Il est rentré dans une fonderie comme ouvrier, on est sorti comme directeur financier de cette fonderie. Voilà, c'est ça les républicains espagnols qu'on foutait en tôle. Voilà, c'est eux. Alors, par contre, là, ce qu'on n'a pas trouvé, on voit dans le film que donc il est peintre, hein, une fois qu'il est à New York, et même quand il fréquente Frida Kahlo, il peint, on le voit peindre. Donc sur Internet, on peut retrouver le portrait qu'il peint, un visage de profil, un grand format avec du rouge, du bleu, enfin une facture assez prononcée, vraiment une cigarette. Enfin, mais en fait, c'est la seule œuvre qu'on peut voir de sa peinture. Si, il y a ce couple de dos aussi. Oui, il y a un couple de dos, parce qu'effectivement le film se termine, on voit il y a une exposition qui est faite à New York autour de son œuvre, et en fait c'est à ces dernières peintures on n'a pas accès, donc je ne sais pas où ils se sont procurés ces archives, comment on a pu voir ce qu'il peignait, ce qui aurait pu être intéressant aussi pour compléter complètement son œuvre de peintre, quoi. Voilà, absolument. Voilà. Non, bon, écoute, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que c'est une expérience vraiment à vivre. L'expérience
de regarder ce film et de lire ce bouquin, c'est vraiment. Et puis après, on peut continuer. Il y a plein de choses qui sont sorties là-dessus, aussi bien des livres que, par exemple, Mourir à Madrid. Ce film aussi est extraordinaire. Oui, puis on peut relire Hommage à la Catalogne d'Orwell, Pour qui sonne le glas d'Hemingway, on peut lire L'Espoir de Malraux sur la guerre d'Espagne. Enfin, on peut vraiment. Il y a Bernard Lance aussi, je crois, qui a fait un truc là-dessus. Attends, je me souviens plus des titres. Mais en tout cas, ce qui est frappant aussi, c'est à quel point un film dessiné, donc ce pouvoir, comme on le disait en sortant, ce pouvoir des images sur l'émotion. C'est-à-dire que effectivement, moi, pour que j'ai pas pleuré tout le film, j'ai pleuré la moitié du film, mais parce qu'effectivement, ces images ont un pouvoir incroyable. Le pouvoir du dessin, je trouve c'est fantastique, quoi. Du dessin, du commentaire, la musique, tout ça, c'était un ensemble magnifique, quoi. Voilà, on peut le dire. Et la salle était pleine. Et c'était un après-midi, c'était un vendredi après-midi à 2h, quoi, oui. Voilà, c'est vraiment étonnant, Comme quoi, bon, d'accord, Montreuil, c'est une ex-municipalité coco, il y a le siège de la CGT et tout, bon, ça peut expliquer une partie en partie cette affluence, mais quand même, il y a quand même une mémoire qui existe, qui se manifeste pas souvent, mais qui existe probablement, puisque autrement il n'y aurait pas eu tout ce monde, quoi. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. La poesía es una arma cargada de futuro. Paco Ibáñez. Paco Ibáñez. Ouais. Et tout de suite, dans l'émission Arakaï, on va passer au côté, bon, on vous a parlé du film, on va pas en mettre une couche,
La lecture... Non, les expos d'abord. Ah oui, les Ouais. expos, oui, j'avoue. Les expos, alors les expos, le musée de Gournay-sur-Marne, c'est le dimanche après-midi, de 15 à 18 heures, je crois. Jusqu'au 21 mars, les femmes, c'est tout un monde. C'est un Oh, ça c'est bien vrai, ma bonne Voilà, dame. c'est un petit musée sur les bords de Marne, il faut absolument y aller, c'est très sympa. En plus, on peut faire une grande promenade sur les bords de Marne pour revenir jusqu'à la capitale, pourquoi pas. Et puis là-bas, on peut casser une croûte géniale, il y a une pizzeria à côté qui est super. Voilà, donc les femmes, c'est tout un monde. Marie-Noël Fontan, on l'avait rencontrée chez elle l'année dernière. Elle est tapissière, elle fait des tapisseries avec des végétaux et des textiles. Et donc là, elle expose à la galerie Papier d'Art, 30 rue Pastourelle, jusqu'au 7 novembre. Donc c'est du mardi au samedi après-midi. Et c'est dans le 3e arrondissement. C'est dans le 3e, donc on est toujours un peu pas loin du 3e, donc il y a vraiment moyen de passer voir son travail. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourron-Marlotte, qu'on avait aussi rencontrée chez elle, dans son atelier, dans sa belle maison de Bourron-Marlotte. Elle expose à l'Empreinte. L'Empreinte, c'est la librairie de Bourron-Marlotte jusqu'au 28 novembre. Nogent-sur-Seine, au musée Camille Claudel, les sculpteurs au travail, c'est 150 œuvres donc de sculpteurs différents qui représentent les travailleurs. C'est jusqu'au 7 mars 2021. Pour aller à Nogent-sur-Seine, c'est assez facile, il y a le train à partir de Gare de l'Est qui s'arrête à 10 minutes à pied du musée Camille Claudel. Et la dernière exposition qu'on vient de faire, qu'on est allé visiter la semaine dernière, c'est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, une exposition autour de Pierre Dac, c'est jusqu'au 28 février. Donc Pierre Dac, c'est vraiment le roi de l'absurde, de la dérision, un imaginaire sans limite, voilà, qui a vraiment inspiré des Coluche, des Desproges et qui a bercé une partie de mon adolescence, quoi. Ouais, non, mais la mienne aussi, avec signé Furax et compagnie. Les choses qu'il y avait avant, c'était pas la télévision, c'était la radio, des espèces de séries, quoi. Voilà. Donc, pas mal d'audio et de vidéos, donc prendre du temps parce qu'il y a des extraits qui sont un petit peu longs, donc il faut vraiment prendre le temps de regarder. Il y a beaucoup de photos, mais il y a pas mal aussi de choses à écouter. C'est super. Voilà. Et au musée d'art moderne jusqu'au 10 janvier, Victor Brunner. Voilà. Oui, mais il y a toujours Alice Amoroso à Moret-sur-Loing. Oui, exactement. C'est un week-end sur 2. Donc il y avait un lien sur une émission précédente avec les dates des week-ends. Oui, c'est ça. Au Studio Lot. Le Studio Lot, c'est dans la rue Grande à Moret-sur-Loing, un endroit assez magique. Elle expose donc dans la salle du fond une petite maison, une maison ancienne dans le centre de Moret-sur-Loing. Donc l'occasion aussi de se promener sur les bords du Loing et de prendre un pot sur cette petite place de Moret, quoi. Oui, quoi qu'en hiver, bon, enfin bref, c'est pas vraiment recommandé, mais on peut aussi aller à l'intérieur. Et tout ça pour vous dire que la lecture, que je me suis gavé les caves du Potala, c'est une histoire assez terrible d'un peintre de Tancas. Les Tancas sont des espèces de peintures géantes, enfin ça peut être petit aussi, mais ça peut faire aussi 30 mètres de long sur 15 mètres de haut, etc., ou l'inverse, voilà, qui sont peintes, ce sont des toiles, évidemment, c'est peint avec des couleurs, soit des couleurs, des pigments issus de pierres, etc., de pierres précieuses souvent, ou de matières organiques. Et c'est l'histoire de ce peintre qui était près du Dalai Lama, parce que bon, voilà, c'était un peintre assez exceptionnel. Et c'est ça, il est prisonnier torturé par les gardes rouges dans les caves du Potala, et il se remémore, si vous voulez, sa vie passée. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et terrifiant à la fois, puisque ces gardes rouges étaient des fous furieux. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Ils ont saccagé, si vous voulez, des trésors artistiques millénaires systématiquement. C'est un petit peu comme les talibans en Afghanistan avec les Bouddhas, mais eux,
les talibans, ils ont cassé 3 Bouddhas, tandis qu'au Tibet, ils ont carrément détruit toute la culture tibétaine, quoi, voilà. Et ça, c'est difficile à lire. C'est un tout petit bouquin, mais on n'en sort pas indemne, quoi. Je veux dire que, encore une fois, si vous voulez, quand on a 17, 18 ans, moi j'avais des copains qui étaient maoïstes, tout ça, bon, pourquoi pas, mais quand on sait ce que ça recouvre, ce genre de choses, c'est un peu comme le stalinisme, voilà, ou le trompiste, ou le... Bref, parce que ces gardes rouges, ils avaient le cerveau complètement à l'envers, quoi. Ils maîtrisaient rien, ils comprenaient rien, ils étaient complètement abrutis par la propagande communiste de Mao et décervelés complètement, quoi. Voilà, ils étaient incapables de réaliser la beauté du monde, quoi. Voilà, s'ils voyaient que le côté sordide, etc., ce qu'on leur avait appris, que le régime tibétain était un régime pourri. Bon, j'en sais rien, j'ai pas vécu au Tibet. Je pense que le Dalai Lama n'a pas l'air si pourri que ça. Mais c'est surtout qu'il fallait que la Chine justifie, si vous voulez, l'invasion du Tibet. Et la justification, c'était qu'on allait délivrer les Tibétains de la tyrannie bouddhique, en quelque sorte. Voilà, enfin bon, on en apprend quand même, c'est intéressant comme petit bouquin, parce qu'on apprend beaucoup de choses sur l'histoire du Tibet et de la Chine, parce qu'il y avait des liens très étroits avant les communistes, il y avait des liens très étroits entre le Tibet et la Chine. Le Dalai Lama était souvent reçu par l'empereur de Chine, etc. Il y avait des... Voilà, c'était toute une espèce de connivence, mais surtout culturelle et religieuse entre la Chine impériale et le Tibet bouddhiste. Voilà. Bon, bah voilà, donc le livre est chez moi, voilà, ma prochaine lecture. Non, mais c'est vraiment intéressant. Et ça coûte pas cher, c'est 18 €. Ouais. Bah, c'est dans la Blanche de Gallimard, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, La Retirada, chez Actes Sud, 18 €, le livre écrit sur Joseph Bartoli par son neveu. Un incontournable, à mon avis. Un livre de mémoire, donc à se procurer. Mais pas à lire le soir avant de dormir. Il est en bibliothèque aussi. Moi, c'est là que j'ai pu l'emprunter et merci les bibliothèques d'exister. Oui, bah vous écoutez évidemment Radio Soupente, enfin je pense, si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas barré déjà, la station des Rapins 100 fois sans loi et sans corvette, et qui émet depuis un garni, et diffuse sur internet à racaille.fr. Et nous en profitons, mais par ma voix, de saluer nos amaches, Claude et André, ils sont situés à la Nation. Karine, dite Karinouzette, une potesse à ma camarade Péricheco, qui vit dans un bled perdu qui s'appelle machin truc. Montigny-les-Cormeilles. Montigny-les-Cormeilles, hein, c'est pas tout près, enfin d'ici, en tout cas de Paris. Marie-Christine Béguet, qui est pas tout près non plus, elle est dans le Gard, à Pugeot, qui est une graveuse émérite que ma camarade a pu voir à l'occasion de la journée de l'estampe place Saint-Sulpice récemment. Moi j'ai pas voulu y aller, ça me cassait un peu les pieds, puis il faisait pas très beau, il pleuvait, tout ça. Claude et William, nos amis de Brest, alors je vous rassure, j'ai refilé les friandises, enfin la part qui lui revenait à ma camarade, hein, qui a embarqué tout ça chez elle. La moitié des gâteaux, la moitié des friandises et le bouquin et Alcool d'Apollinaire avec ses merveilleuses gravures quand même de Dufy, quoi. Ben, j'aimerais bien les voir, enfin bon, si un jour tu peux me Je le reprêterai peut-être. Peut-être. Alors Claude et William, on vous fait des gros bisous bien baveux. Hein. Jean-Paul Soubraz, même punition, même motif, un grand peintre de Schnorr, à coup de Kerkbranche, pas loin de Dunkerque, c'est la banlieue de Dunkerque. Claudine, dites Clo-Clo, c'est encore une copine à ma camarade Pékeito, qui aime beaucoup regarder les expos, etc., qui a une bibliothèque artistique assez conséquente, qui de temps en temps donne des tuyaux à ma camarade sur tel ou tel artiste ou période artistique. Jean Peduzzi du Val d'Oise, qui nous en envoie des bien bonnes, mais des très intéressantes aussi, comme récemment, bref.
Corinne, une tapissière émérite aussi, qui en ce moment travaille dans la bondieuserie, mais c'est juste un passage. Hein. Elle va persévérer, d'après ce qu'elle m'a dit. Anne-Emmanuel et Frédéric, deux artistes qui sont des potes à Corinne et à nous par la même occasion. Alors Anne-Emmanuel est en stage en ce moment, infographie, et Fredo qui habite du côté de Lille et qui est un artiste aussi qu'on aime beaucoup. Juliette Planck, une graveuse émérite, elle aussi, en relégation Rochefort-sur-Mer, oui c'est ça, voilà. Enfin, ils sont toutes loin maintenant, sont toutes barrées. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, qui partage sa vie entre Montreuil et Vincennes, un graveur, le Van Gogh de la gravure, sur bois ou sur lino. Agnès Dubart, une grande graveuse aussi, qui n'est pas très grande physiquement, mais qui est grande par le talent, qu'on a vu dernièrement aussi à Morez-sur-Loing. Elle exposait en duo avec notre pote Amoroso. Alice, ouais. Alice, ah oui, c'était le nom. Ouais, bon, bref. Thierry Morciou, un graveur belge, qu'on adore, une gravure complètement dingo. Colette, la compagne du plasticien Odon, elle est veuve maintenant, parce que Odon a mis les bouts vers les prairies du Grand Manitou, comme Jacqueline Imbert aussi, dont le compagnon Raymond l'a glissé. Et toutes ces deux femmes, ces deux grandes femmes, grandes par ce qu'elles font, quoi, par leur action, essayent de promouvoir l'œuvre de leurs compagnons disparus. Et croyez-moi, c'est du boulot. Parce que si quand on est vivant, déjà c'est pas facile, mais alors quand on n'est plus vivant, alors là je veux dire, si vous n'avez pas des compagnes comme ça pour parler de votre boulot, bah, vous pouvez être sûr que tout ça va passer aux oubliettes de l'histoire. Liliane et Laurence, deux écrivaines, deux frangines, qui écrivent des polars. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Michel Pelloil, un peintre renommé, c'est mon ex-voisin du dessus, qui est plus mon ex-voisin du dessus, parce que j'ai quitté le dessous. Voilà. Marie-Christine et Christophe, deux militants, qui militent toujours. Cécile de la sent ma cinquième puissance, on la sent toujours, Cécile, t'inquiète pas. La Russe flamboyante qui sévit toujours sur une radio qu'on n'ose pas nommer de peur de se salir le gosier. José Arthur du Mélange, toujours aussi sur cette radio Oni. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, ma camarade vous en a parlé il y a un instant. Florence Quenu, c'est justement le nom de la libraire qui expose à Anne-Isabelle Roubaille. Et Dominique Paul-Alardouin, notre chère chérie galériste, hélas aujourd'hui, elle aussi disparue. Voilà, on pense toujours très fort à elle, et je pense qu'on y pensera jusqu'à notre propre disparition. Marie-Pierre, une collectionneuse bien aimée, on lui souhaite une meilleure santé, on pense bien à elle aussi. Et Marie Dognaud, une galériste vagabonde. Voilà, l'émission est à l'écoute sur notre blog arakai.fr. Et on va se finir avec Mélismel, Faut vivre. Salut à tous, à la semaine prochaine. Si tout se passe bien. Avec Pierre Dac, normalement. Normalement. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquettes qui errent dans les rues de nos
vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres prix en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.